Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Le loisir, fondement de la culture de Joseph Pieper. Il est des livres qui nous tombent dans les mains, on ne sait pas trop comment. Celui-là, je n'en suis pas le premier lecteur, visiblement, puisqu'il y a plein de passages stabilo-bossés. Or, je ne pratique pas ce caviardage des livres ou ce surlignage qui, d'ailleurs, parfois me surprend parce que quand on lit un livre où les passages, semble-t-il importants, ont déjà été surlignés, on est parfois surpris du choix de l'ancien lecteur, d'autant plus quand ce lecteur est totalement inconnu. Je crois que j'ai dû trouver ce livre dans une boîte à livres à quelque part, que le titre m'avait intéressé, Le loisir, fondement de la culture, que je me suis donc pris à l'idée de le lire. Alors qui est Joseph Pieper ? Voici ce qu'en dit la 4e de couverture. Joseph Pieper, 1904-1997, a consacré sa vie à la recherche de la vérité par l'exercice de la philosophie. Il fut en Allemagne l'un des grands connaisseurs de Platon, Aristote et saint Thomas d'Aquin. Opposant au régime nazi et réduit au silence, ce n'est qu'après la guerre qu'il trouva une consécration universitaire. On lui doit plus de 60 ouvrages remarquables par leur concision. Effectivement, celui-là est concis. Une belle filiation philosophique relie Romano Guardini, inspirateur de Joseph Pieper, à Benoît XVI, qui a reconnu en Pieper un maître en philosophie. Alors là, tout de suite, on s'inscrit dans un univers, Benoît XVI, donc on est dans un univers chrétien, catholique, et en effet, il y a dans ce livre-là, surtout à la fin, c'est peut-être la partie d'ailleurs où je ne suis plus vraiment ce que dit Pieper, une partie, donc une revendication, une vision du monde qui est celle d'un croyant. Mais le loisir comme fondement de la culture n'est pas seulement un livre chrétien pour les chrétiens, il est un livre de philosophie, il est une réflexion sur ce qu'est véritablement le loisir, au-delà, sans doute, d'une vision d'un loisir comme divertissement, comme temps mort, comme temps, au fond, moins important que le temps auquel il s'oppose, qui serait le temps du travail. Et donc, une réflexion sur le loisir est, par définition, également une réflexion sur le travail. Alors, que dire de cette pensée, qu'en retenir ? Eh bien, Joseph Pieper va réfléchir au travail intellectuel, au travail de l'esprit. C'est ce qu'il fait de sa vie, un spécialiste de philosophie. Donc ce n'est pas un travailleur manuel, même si d'autres formes de travail, eh bien, il les reconnaît. Mais est-ce que ce qu'il fait est un travail ou est-ce que c'est un loisir ? Et si c'est un loisir, évidemment, ça ne peut pas être un pur divertissement. Lisons le début du chapitre 2. Travail intellectuel et travail de l'esprit. Au terme de son long cheminement historique, l'idéal du travail a de nos jours trouvé dans des formules comme travail intellectuel et travailleur de l'esprit une expression à la fois extrême et significative. Jusque-là, la sphère de l'activité intellectuelle pouvait encore passer pour un domaine privilégié, où, de manière particulièrement frappante pour le travailleur manuel, le travail ne semblait pas nécessaire. Au cœur de ce domaine, c'était particulièrement la branche de la philosophie qui semblait au plus haut point soustraite au monde du travail et à ses lois. Aujourd'hui, l'étendard du travail flotte sur ces territoires, conquis, annexés dans son ensemble, département philosophique compris, le monde de l'activité intellectuelle a été tout entier soumis à l'exclusive prétention de celui du travail. Phrase importante, du moins
le premier lecteur de ce livre-là, celui qui l'a lu avant moi, l'a trouvée importante puisque c'est celle qui est soulignée dans cette page-là. Le monde de l'activité intellectuelle a été tout entier soumis à l'exclusive prétention de celui du travail. On ne les distingue plus. L'intellectualisme est un travail. Penser est un travail. On voit tout de suite que on peut remettre en cause ça. Il faut avoir le temps de penser. Il faut avoir le loisir de penser peut-être. Cela représente, écrit Joseph Pieper, la dernière phase de la prise de pouvoir progressive qu'a effectuée la figure impériale du travailleur, et c'est à travers les concepts de travail intellectuel et de travailleur de l'esprit que se manifeste dans toute sa clarté le caractère provoquant de cette prise de pouvoir. Et donc il réfléchit sur pourquoi est-ce que le travail a tout envahi jusqu'à nos têtes, a envahi principalement notre temps. Et ce concept donc de travail intellectuel, je poursuis quelques lignes plus bas, le concept de travail intellectuel possède différentes origines historiques et peut être analysé selon différents points de vue. Je vais lire seulement les passages surlignés, tiens. Il s'agit ici d'un simple regard. L'observation est une activité exigeante. Acte d'attaque de quelque chose qui est comme un assaut. La vision est au contraire un pur acte d'ouverture. Le regard accueille les choses. Et c'est là qu'on n'est plus dans le travail intellectuel, mais dans l'accueil des choses qui surviennent. Et c'est ce que met en avant Joseph Pieper contre, ici par exemple, Ernst Jünger. Et contre Kant aussi. Pour Kant, la connaissance humaine se réalise essentiellement dans des actes de recherche, de mise en rapport, de comparaison, de distinction ou d'abstraction, autant de formes d'un effort actif de la pensée. Or, justement, la connaissance peut-être n'est pas cela, ou du moins Joseph Pieper considère que ce n'est peut-être pas cela, que la connaissance c'est une manière d'être prêt à accueillir ce qui surgit sans forcément le chercher. Du moins, plus ou moins ce que j'ai compris de sa pensée. Mais dans la pensée du travail, c'est la peine qui est le bien. C'est parce que l'on travaille beaucoup qu'on obtient beaucoup. Avec, évidemment, les critères qui sont les nôtres aujourd'hui. Un bon travailleur, c'est quelqu'un qui travaille longtemps, qui a beaucoup d'heures de travail. On calcule la valeur du travail, c'est-à-dire la paye des gens en fonction de leur temps de travail. Donc de l'effort fourni, de leur implication dans le travail, etc. Or, est-ce ainsi que l'on pense ? Pas forcément. Est-ce ainsi que l'intelligence crée ou trouve ou voit ce qui est essentiel? Ça n'est pas sûr. Chez les anciens, et les philosophes antiques sont extrêmement sollicités par Joseph Pieper, chez les anciens, l'oisiveté était essentiel. Le loisir comme non-activité, voilà le chapitre 3. Du point de vue du travailleur, et il met des guillemets, dont nous avons esquissé la figure, le loisir ne peut apparaître que comme insensé et inexplicable. Il ne peut apparaître que sous les couleurs d'une chose absurde et étrangère, totalement imprévue et finalement moralement inconvenante. Le loisir ne serait en effet qu'un cache-paresse, qu'un autre terme pour la mollesse et l'oisiveté. Les anciens, ces anciens, défendent sur ce point l'opinion exactement opposée. Selon eux, c'est précisément l'absence de loisir, l'inaptitude au loisir,
qui est en rapport avec la paresse. Le travail perpétuel, le travail pour le travail, procède de la paresse elle-même. Voilà cette phrase qui paraît paradoxale. Le travail pour le travail procède de la paresse elle-même. Faudrait-il donc considérer que l'absence de repos liée à un fanatisme du travail presque suicidaire provienne d'une apathie et d'un manque de volonté ? Nous ne comprenons qu'avec difficulté cette idée. Je parlais de paradoxe. En vérité assez surprenante. Et il vaut la peine de s'y attarder quelque peu. Et donc Joseph Pieper s'y attarde quelque peu en reprenant la notion d'assédia, l'assédie. L'assédia était pour les anciens une réalité conceptuelle plus dense que notre oisiveté moderne, appelée mère de tous les vices par habitude. Ce que la paresse signifiait pour eux, c'est tout d'abord un état dans lequel l'homme refuse l'exigence que la dignité qu'il a reçue lui impose, un état où il refuse d'être ce que Dieu veut de lui, ou en dernière analyse, il refuse d'être ce qu'il est. Un peu plus loin, à partir de Thomas d'Aquin, loin de voir dans la paresse quelque chose qui s'oppose à une éthique du travail, quelle qu'elle soit, il l'interprète, Thomas d'Aquin, comme un manquement, comme une offense à l'égard du repos de l'esprit en Dieu. Donc la paresse comme un manquement au repos, voilà des phrases qui nous paraissent tout à fait étranges. Ce qui procède de la paresse, c'est, selon les anciens, un manque de quiétude intérieure et une inaptitude au loisir, entre autres dérèglements. Quand on est omnibulé par le travail permanent, qu'on n'a pas de quiétude intérieure, de vie intérieure, de temps pour soi, de lieu pour, au fond, s'ouvrir à ce qui n'est pas le flux des ordres du travail, eh bien, peut-être que justement, quand on ne prend pas ce temps-là, quand on ne prend pas la peine de ce temps-là, on fait preuve de paresse. Et ce renversement de l'idée de paresse me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. La paresse et l'inaptitude au loisir se correspondent l'une l'autre. Le loisir les contredit toutes les deux. Alors qu'est-ce que c'est que ce loisir ? Parce que bon, pour l'instant, on est un peu surpris. Ce loisir, pour Joseph Pieper, il est au fond lié à ce qu'il appelle le culte. Alors bien sûr, là on est dans une pensée religieuse. Le culte, il emploie un autre terme qui pourrait, lui, être au fond interprété d'une manière plus laïque ou plus terrestre, dirons-nous, la fête. Ce qui est au cœur du loisir, c'est la fête, la célébration. En elle se rejoignent les trois éléments constitutifs du concept de loisir: détente, aisance et libération de la fonction sociale, qui se fondent en elle et s'unissent. Si la fête est le cœur du loisir, le loisir est donc légitimé et rendu possible par cela même qui légitime la fête. Et ce qui rend possible la fête, ce qui lui donne sens, c'est le culte. Alors, le culte de quoi ? Évidemment, dans la pensée de Pieper, c'est un culte religieux, mais au fond, le culte de la vie, le culte de plein d'autres éléments, le culte de la nature, pourquoi pas ? Ben voilà peut-être un fondement au loisir et à la vie, et à une vie qui ne se limite pas au travail, et qui peut donc devenir créatrice. C'est par la fête, c'est par le loisir, c'est dans les moments de loisir que l'on est peut-être plus libre aussi de créer.
Et donc, oui, le loisir est fondement de la culture. J'en suis convaincu, peut-être pas par ces arguments-là qui sont ceux d'un philosophe d'une tradition de pensée qui n'est pas la mienne, mais au fond, ce qui est essentiel, c'est qu'en effet, le loisir doit être pensé en dehors du travail. Or, les loisirs aujourd'hui, et c'est aussi évoqué dans ce livre-là, les loisirs aujourd'hui, ou au temps de Joseph Pieper au XXe siècle, au fond, restent reliés au travail. Ils restent des temps sans travail, mais qui dépendent de lui. Et donc, il serait bon de séparer le loisir du travail. Encore faut-il évidemment que pour cela, nous ne soyons pas complètement aliénés, complètement détruits par le travail. Et là, évidemment, il parle des travailleurs intellectuels. Qu'en est-il des autres travailleurs sur qui le travail pèse de manière extrêmement dure, et c'est ce qui les empêche, même s'ils ont du temps pour eux, de s'adonner véritablement à cette vision exigeante du loisir. Bref, beaucoup de questions à partir de cette idée de loisir comme fondement de la culture. Au revoir.